Et oui, très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes télévisés dans le cadre de votre émission Point Chaud. Point Chaud 100% actualité, Point Chaud, votre magazine de proximité. Pour ce nouveau numéro, nous avons invité pour vous Monsieur Barthélémy Tshibangou. Il est banquier, manager et commercial. Monsieur Barthélémy Tshibangou, bonjour et bienvenue dans Point Chaud. Bonjour monsieur, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Quel est le rôle de la diaspora pour le développement de la République démocratique du Congo? Comment on peut changer les mentalités des Congolais et bien d'autres sujets d'actualité? On en parle bien évidemment au cours de cette émission. Monsieur Barthélémy, vous êtes en hyper très bonne santé. Quel est votre secret? Oh, la santé, comme disent souvent les gens qui se portent bien à un certain âge, Ouais. La santé c'est la discipline, c'est une rigueur de vie, Ouais. c'est aussi une bonne alimentation. Une bonne alimentation. Absolument. Ça fait pratiquement 40 ans que vous êtes à l'extérieur du pays et vous êtes sujet français. C'est ça. Donc, quelle expérience vous apportez au Congo? Alors, si vous voulez, je vais juste un petit peu rapidement, hein, pour Oui. gagner du temps, Oui. vous tracer un petit peu comment je suis allé à l'extérieur du pays. Allez-y. Donc, vous savez, ça date des années 70, hein, ou 70, comme on dit ici. Et donc, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger suite à une déception. Pourquoi? Parce que je devais être inscrit en médecine en 77, dans l'année que j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme d'État. Je devais être inscrit en médecine. Vous savez qu'à l'époque, les inscriptions sortaient dans des grands journaux de Kinshasa. Malheureusement, je me suis retrouvé au centre préuniversité de Bukavu. Et j'ai accepté, bien évidemment, je n'avais pas trop le choix. Hein. Je suis parti à Bukavu et cela étant, ma famille a commencé un peu à réfléchir. Ils ont dit, bon, dès que tu reviens de Bukavu, tu vas partir à l'étranger. Au départ, je devais aller aux États-Unis. Ça n'a pas fonctionné. Je devais aller même en Russie. Vous voyez, c'est dans l'actualité. Oui. Et j'ai toujours dit non parce que je n'aimais pas le communisme déjà à l'époque. Et Dieu a voulu que je sois en France. Et donc, je suis arrivé en France. J'allais avoir mes 19 ans. J'étais encore tout jeune. Et donc, bon an, mal an, j'ai fait mon parcours. Et donc, j'ai intégré, j'ai fait des études un peu comme tout le monde, n'étant pas boursier. Donc, voilà, travailler, étudier. Et j'avais fait des études de psychologie au départ. Hein, ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça le DEUG, diplôme universitaire de premier niveau, en fait. Ok. Ces études, j'ai vu que ça n'allait pas me donner un métier. Hein, ou alors, il fallait faire des longues études. Alors, je me suis orienté vers le commercial. C'est ainsi que je me suis inscrit. À l'époque, on a commencé à créer des écoles genre BTS, DUT. Donc, je me suis inscrit à l'UT de Paris, où j'ai terminé, j'ai obtenu mon diplôme Université de technologie en technique de commercialisation. Donc, c'est pour ça que je vous dis, au départ, je suis un commercial. Ok. Voilà. C'est ça ma formation basique, si vous voulez, professionnelle. Et par la suite, avec le temps, j'ai acquis la nationalité française et j'ai intégré la Poste française et la Banque postale lorsqu'on a créé la Banque postale. Et dans l'entretemps, je suis allé faire mon service militaire comme citoyen français et comme tous les jeunes français, puisque quand tu deviens français après tes 18 ans, ce qui était mon cas, et que tu faisais les études, tu pouvais encore attendre jusqu'à tes 26 ans. Et moi, j'ai fait mon service militaire, j'avais 25 ans. Voilà. Et quand vous changez de nationalité subitement, c'est la fuite des cerveaux. Vous êtes Congolais d'origine. Qu'est-ce qui vous a poussé, effectivement, de changer de nationalité? Non, je pense que évidemment, ça peut être une fuite des cerveaux. Vous savez, la fuite des cerveaux se font aujourd'hui avec des Congolais qui n'ont pas de nationalité. Hein. Des cadres congolais fuient le Congo, quittent le Congo en étant Congolais. Donc, c'est en arrivant sur le place que les opportunités se présentent, éventuellement pour acquérir la nationalité du pays d'adoption. Pourquoi? Parce qu'on s'y installe. On crée une famille. Oui. Moi, j'ai créé une famille avec une Française sur place. J'ai des enfants. Il fallait bien vivre. Et pour vivre, il faut travailler. Et l'opportunité m'était offerte d'entrer dans une entreprise de l'État français, qui était la Poste à l'époque. Et aujourd'hui, il y a la Banque postale qui s'est rajoutée.
Et c'était cette opportunité qui a fait que je suis rentré en tant qu'historien français dans cette entreprise, qui m'a permis d'évoluer du bas de l'échelle jusqu'à terminer comme directeur d'agence. Très bien. Voilà. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quel est le rôle que peut jouer la diaspora dans le développement de la RDC? Alors, j'ai dit toujours ceci. Chacun doit contribuer à l'émergence de ce pays. Les locaux, nos frères d'ici, qui ne sont pas sortis du pays, qui connaissent encore mieux tout ce qui se passe au pays, dans les profondeurs, mais aussi ceux qui sont partis. Et ceux qui sont partis ont un avantage, puisqu'on a toujours nos familles ici. Nous savons ce qui se passe. Faut pas... Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, oui, vous êtes à l'étranger, vous ne connaissez pas ce qui se passe au Congo. C'est une erreur d'avoir une telle appréciation. Pourquoi? Parce que nos familles sont ici. Nous savons les souffrances qu'ils ont ou qu'elles ont. Oui. Nous savons les niveaux de nos neveux, cousins, frères et tout ça qui ont étudié ici. Nous savons les difficultés à trouver du travail. Donc, la diaspora a un rôle très important. Et moi, je prends toujours l'exemple de la Chine ou des pays asiatiques. Oui. Vous savez que quand on était enfant, on parlait toujours des Chinois comme des copieurs et des Japonais. Ils avaient toujours un petit appareil photo. Vous savez, à l'époque, ils filmaient tout. Et ça... Nous avons appris par le temps, ils rentraient chez eux, ils essayaient de comprendre ce qu'ils ont pris en photo, comment ça a été fait. Et qui a aidé la Chine à se développer? Ce n'est pas les Chinois de Chine, vous savez ça. C'est la diaspora chinoise. C'est les gens qui ont été en France, aux États-Unis, qui ont fait des métiers comme nous. Parfois, ils sont rentrés sans être retraités. Moi, je suis un retraité. Je parle avec aisance. Mais autrefois, notre diaspora... Et ça donnait la destruction, taper sur les autorités. Je crois que peut-être que l'arrivée du président Félix Tshisekedi a résolu quand même un certain nombre de choses. Oui, alors déjà, par rapport à cette diaspora qui aime toujours taper sur les autorités, oui, comme vous dites, je pense que c'est une diversité de la diaspora qu'il ne faut pas forcément condamner. Vous voyez, le phénomène combattant a démarré il y a très longtemps. Alors moi, je me souviens comme ça vaguement, en 1998 ou 1998, nous avons fait des grosses marches à Paris par rapport à ce qui s'était passé ici. Cette opération aéroportée des armées rwandaises pour essayer d'envahir le Congo, d'occuper le Congo. Et ça, nous avions manifesté fortement. J'ai été parmi ceux qui sont allés déposer un mémo au ministère français des Affaires étrangères. J'ai des amis, je me rappelle encore un, qu'on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps. Okay. Donc, cette diaspora a fait un grand travail au Congo. Il ne faut pas les condamner. Bien sûr, il y a eu des dérives ces dernières années. La méthodologie utilisée par cette diaspora. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces dernières années, il y a une dérive de cette diaspora. Pourquoi il y a une dérive? Parce que ce n'est pas la même diaspora qu'à notre époque, où on allait, on faisait des études, où on trouvait du travail, on faisait une vie normale. Il y a une diaspora qui est venue par la suite, qui était souvent des réfugiés, ou des réfugiés politiques, ou des réfugiés économiques. Et malheureusement, dans cette catégorie de diaspora, il y a eu beaucoup de déchets. Tout le monde le sait. Moi, je ne dis pas méchamment, mais il y a eu des déchets. Il y a des gens qui sont partis là-bas qui n'avaient aucun niveau scolaire. Il y a des gens qui sont partis là-bas qui ont vendu des maisons de leurs parents, espérant gagner beaucoup d'argent en Europe, et déçus de ne pas gagner beaucoup. Ils n'en ont pas eu. Et ils deviennent maintenant des aigris et des gens qui à chaque fois, c'est des révoltes jusqu'à brûler même des voitures ou des poubelles à Paris. Donc ça, c'est pour dire que la diaspora est très positive pour ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de compétences. On a des enfants qui ont étudié en Europe qui font partie de cette diaspora. Je ne veux pas revenir sur ma vie privée, mais moi j'ai des enfants qui sont banquiers, j'ai des enfants, il y a un enfant qui fait l'intelligence artificielle, j'ai des enfants qui sont dans le management. On est nombreux comme ça. On a vraiment, je peux vous dire qu'on a une diaspora, surtout de nos enfants, qui ont beaucoup de compétences qu'ils peuvent apporter au Congo. Moi, je suis modestement un de ceux qui ont pu faire une carrière de plus de 35 ans, presque 40 ans en Europe. Et cette carrière, dans la même entreprise, j'ai fait 35 ans, qui est la Poste à la Banque Postale. J'ai fait les formations de toutes les écoles supérieures
de la Poste et de la Banque Postale. Vous savez qu'en France, en général, les grandes entreprises ont leurs propres écoles, ils forment les cadres. Donc, j'ai fait ces écoles-là en dehors de ma formation classique à l'université. Ok. Revenons donc sur le concept développement. La République démocratique du Congo, c'est un pays sous-développé. Donc aujourd'hui, plusieurs territoires du pays se retrouvent en situation d'extrême pauvreté. Donc on note par exemple accès difficile aux soins de santé, l'habitat décent, l'électricité, l'eau. Comment relever ces défis majeurs, vous qui êtes de la diaspora? Je ne veux pas être prétentieux là-dessus. Oui. Je ne suis pas un spécialiste du développement. Oui, vous n'êtes pas spécialiste, mais voilà. vous apportez votre pierre, infime soit-elle, au développement du pays. Par contre, j'ai vu faire. Vous savez, moi, en tant que directeur d'agence, j'ai géré des travaux de construction d'un centre médical au-dessus de mon bureau de poste. Les gens qui connaissent Paris, auprès Saint-Gervais, vous avez au-dessus du bureau de poste, qui s'est étendu jusque derrière, une construction, ce qu'on appelle la maison médicale. Et c'est moi, à mon époque où j'étais directeur de cette agence postale, qui avait dirigé, du moins participé à la construction, à la direction des travaux, puisque ça impactait directement sur mon bureau. Et là, c'est là où j'ai appris comment gérer des travaux importants sur un immeuble. Et ça me permet aussi de juste de faire une petite touche là-dessus. Quand je vois ce qui se passe ici, je suis sidéré. Je suis sidéré. Parce que ce qu'on appelle les conditions de sécurité d'hygiène ne sont pas remplies dans le pas des cas. Et moi, j'ai eu affaire à des inspecteurs de ces services-là, qui venaient voir comment ça se passe, comment se passent les travaux. Des inspecteurs du travail qui venaient voir qui travaille là. Est-ce que ce sont des vrais ouvriers professionnels? Est-ce que c'est des vrais ingénieurs? De toutes ces choses-là. Donc, pour revenir précisément à votre question, c'est que le développement, c'est un concept généraliste. Vous avez dit au départ que le Congo, c'est un pays sous-développé. Permettez-moi de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la notion de développement a changé, a évolué. Voyez? À l'époque, on nous envoyait des personnes qui venaient ici pour nous aider à nous développer, qui venaient avec des idées toutes conçues. Voilà, vous n'avez qu'à faire ça, vous allez vous développer. Vous n'avez qu'à faire ça, vous développer. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que le développement doit être adapté à chaque société. Vous voyez? Vous demanderez à beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, en tout cas de l'Europe, surtout même des Européens, quand ils viennent ici au Congo, ils sont au paradis. Ils n'ont pas ce qu'ils ont en Europe en termes d'infrastructures. Des tours, des grandes maisons, des grands étages et tout ça. Le développement peut être parfaitement bien mené s'il englobe les minima sociaux pour la population. Les minima sociaux, c'est quoi? C'est l'eau, comme vous l'avez dit. C'est l'électricité. Oui. Ce sont les routes. Ce sont les avenues. D'accord? Avoir du courant toute la journée sans que ce soit coupé 3 fois par jour, comme actuellement, je le vis actuellement, ici à Kinshasa, à Limité. Ça, c'est inadmissible. Là, je me permets de dire que c'est inadmissible qu'on coupe le courant pendant qu'on vous fait à manger. On vous coupe le courant. Et puis, vous ne pouvez pas manger pendant plusieurs heures. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour quelqu'un qui, pas seulement qui est avec à l'extérieur. Un Congolais normal doit s'indigner de ça. L'eau, pareil. Vous pouvez être sous la douche, tout d'un coup, l'eau est coupée, sans vous avertir. C'est ça le développement, c'est avoir ces choses-là en permanence. Il n'y a pas besoin d'appeler XY pour ça, on n'a pas besoin de PNUD pour ça, il n'y a pas besoin de l'ONU ou je ne sais pas qui pour ça. Un dirigeant normal, il doit veiller à cela, qu'on ne coupe pas l'eau à la population. Si on doit couper, on doit avertir la population, on doit expliquer pourquoi on coupe l'eau, pourquoi on coupe le courant. Donc c'est pour revenir là-dessus, pour dire que le développement n'est plus cette conception qui nous a été imposée, vous devez faire comme nous en Europe. Non. On doit prendre ce qui est bon en Europe, qu'on doit adapter à nos sociétés. D'accord? Okay. Donc c'est ça en fait. D'accord. Donc, il y a beaucoup de forums de la diaspora qui se sont déroulés à l'extérieur du pays pour voir de voies et moyens comment booster notre développement. Et avec l'arrivée également à la tête du pays du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui on peut dire que la diaspora est écoutée. Alors la diaspora est écoutée, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas écoutée, mais elle n'est pas suffisamment écoutée.
je me permets de dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle n'est pas suffisamment écoutée. Pour qu'elle soit suffisamment écoutée. Pour qu'elle soit suffisamment écoutée, la première chose à faire, c'est de bien cibler qui écouter. Parce que vous avez une partie de la diaspora qui vient ici, qui parle au nom de la diaspora, que les gens ne connaissent pas. Et ça, c'est pas normal. Qui a vérifié que ces gens-là parlent vraiment au nom de la diaspora pour bien informer le président? On ne peut pas se permettre d'amener n'importe qui au président pour dire qu'il parle au nom de la diaspora. Il y a des associations de diaspora, oui, bien sûr, il y a des fédérations de diaspora. Mais qui envoie certaines personnes, j'en ai vu ici dans des télés, qui parlent au nom de diaspora? De deux, ces gens qui viennent parler au nom de diaspora, quel est leur parcours dans la diaspora? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils ont travaillé? Quelles sont leurs compétences? Pas seulement des diplômes. En aparté, on discutait tout à l'heure, je vous ai dit, vous savez, en Europe, les diplômes ne font pas tout. Ouais. Le diplôme, c'est comme un passeport pour prendre l'avion et partir à l'étranger. Le diplôme, c'est pour dire, voilà, j'ai quand même une des potentialités intellectuelles. Ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste de quoi que ce soit. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des diplômes en Europe qui n'ont jamais exercé dans le métier pour lequel ils ont été formés. Il y en a beaucoup, nous les connaissons. Donc, c'est cette diaspora qui vient, quel est son background, quelle est son expérience, qu'est-ce qu'elle a fait en Europe pour venir parler sur notre diaspora et pour vouloir aider le pays. Il faut éviter les aventuriers, les gens qui ont vécu en Europe comme ça, qui n'ont pas un background, qui n'ont pas de la matière. Vous voyez? Qui parlent au nom de la diaspora. Qui parlent au nom de la diaspora, mais aussi qui viennent parler en termes de développement du pays. Ils ont quoi? Quelle est leur expérience pour le développement du pays? Donc c'est ça, c'est deux choses-là qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas galvauder la diaspora et donner une mauvaise image de la diaspora. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié le projet des 145 territoires. Comment avez-vous accueilli ce projet? Parce que ça cadre aussi avec le développement. Alors, les projets sont toujours bons à prendre. Après, il faut creuser derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets-là. Ça, c'est de un, quel est le contenu de ces projets? Et deux, qui mène ces projets? Trois, quels sont les financements et qui finance? La problématique de ce projet qui est excellent, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est évident qu'il faut le faire. Maintenant, il faut se poser des questions. Qui sont les maîtres d'œuvre de ce projet? D'accord? Oui. Le cahier des charges, qui a fait le cahier des charges de ce projet? Et comment on va faire respecter ce cahier des charges? Ce sont les experts du gouvernement. Heureusement qu'ils existent, mais est-ce que ça suffit? Parce qu'il y a beaucoup de projets dans ce pays qui ont été conçus et on n'en voit pas encore tout à fait les résultats. Vous savez, quand on met en place un changement, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte. Il y a un paramètre qui est tout simplement la versatilité de l'homme, l'individu. L'homme, c'est quelqu'un qui peut changer à tout moment. L'homme, il peut au départ être parfaitement bien disposé à faire le boulot, mais avec le temps, avec les circonstances, avec l'environnement, l'homme peut changer. Et ce qui était bien conçu échoue. Qui vont gérer ces projets sur le terrain? Ok, les experts, ils ont fait leur boulot. Parfait. Mais sur le terrain, qui va gérer ces projets? Bon, je ne veux pas être prétentieux. Le président a tous les moyens de l'État pour savoir qui est qui. Oui, bien entendu. On est d'accord pour ça. Voilà. Mais nous sommes un pays qui sort d'une période très difficile où des individus ont été installés dans des postes sans savoir réellement qui ils sont. Alors, est-ce qu'on a vérifié à chaque territoire qui est responsable, qui va gérer? Il vient d'où? Est-ce que c'est un fils du pays? Parce que j'entends beaucoup que le pays est infiltré. Je ne veux pas entrer dans des polémiques, mais c'est ceci des questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas faire l'autruche, quoi. Je veux dire, l'autruche, il y a le vent, il y a les troubles qui arrivent, il met la tête dans le sol pour faire passer les troubles, il est emporté par la vague. Donc, il faut se poser les bonnes questions sans barrière, sans se cacher, voilà. Il faut dire, dans tous ces territoires, est-ce qu'on sait qui est qui? Est-ce qu'on sait qui sont les responsables qui vont gérer ces fonds? Il y a quand même beaucoup d'argent derrière. Donc le pays sort de cette période-là, comme je disais, avec certaines personnes qui ont été installées dans des postes sans qu'on sache vraiment qui ils sont.
j'espère vraiment que les services de l'État ont enquêté, savent qui est qui et qui va gérer ces fonds. C'est tout juste ma remarque que je pourrais faire. D'accord. Autre question qui me vient à l'esprit. Les investisseurs accordent évidemment de plus en plus d'importance au projet de développement. Donc, est-ce que cela peut-il aider les pouvoirs publics? Vous savez, on dit toujours à l'impossible nul n'est tenu. D'accord? Oui. Donc l'État congolais aujourd'hui fait beaucoup d'efforts pour faire entrer les fonds, pour avoir les moyens de sa politique. Et il faut tenir aussi, il faut aussi féliciter les autorités qui sont chargées des recettes, des efforts qui sont faits. Il faut féliciter le président de la République d'avoir doublé quasiment le budget de l'État congolais, en espérant que ça va arriver à cet objectif-là qui a été fixé. Néanmoins, il faut aussi parfois prendre l'exemple des autres qui ont réussi. Les autres qui ont réussi, qui étaient dans la même position que nous, ce sont les dragons asiatiques. C'est pas parfait chez eux, bien sûr, il y a toujours de la misère, mais ils ont quand même fait alors une vingtaine d'années, trentaine d'années, un bond très important dans le domaine d'apporter du bien-être à leur population. Oui. Il faudrait envoyer nos experts qui sont au gouvernement ou à la présidence ou ailleurs, aller s'imprégner de ce que ces gens-là ont fait dans leur pays, notamment la Malaisie. Bon, je ne parle pas trop de la Chine, parce que la Chine aujourd'hui, il est en train de concurrencer les grands pays, les États-Unis et autres, mais la Malaisie, tous ces pays-là, il faut aller voir comment ils ont fait pour sortir de la misère et être aujourd'hui des pays qui apportent du travail à leur population. D'accord? Donc, et ça ne demande pas d'aller toujours voir des investisseurs, parce que malheureusement, notre pays a une maladie, c'est quand les investisseurs viennent, ils font de beaux discours, et puis après, il n'y a rien qui se fait derrière, ou très peu. D'accord. Parlons maintenant de vos propres projets. À vous, ça fait pratiquement 40 ans. Qu'est-ce que vous nous amenez du nouveau? Alors moi, je dis toujours à mes amis, ce que je suis aujourd'hui, au départ, c'est le fruit du Congo. Pourquoi? Parce que un enfant qui a grandi dans un bon environnement, qui a une bonne formation de base, cet enfant fera beaucoup d'autres choses derrière qui seront positives. Un enfant qui a une mauvaise base, c'est très difficile qu'il puisse émerger plus tard. Parce que si j'ai pu faire une bonne carrière en Europe, si j'ai pu être un bon citoyen, autant que je puisse le dire, hein, bien sûr, hein, je ne suis pas parfait, c'est parce que d'abord j'ai été bien préparé par le Congo. Vous savez, on a fait des études dans des écoles où il y avait encore un encadrement rigoureux. Où est-ce que vous avez fait vos études? Moi, je sors du Kasaï. Moi, j'ai étudié au Kasaï. J'ai étudié chez nous. J'ai fait un petit séminaire, le petit séminaire de Lebo. Il y a beaucoup de gens de Lebo qui vont nous entendre. Oui. J'ai passé mon diplôme d'État à Moïka, qui m'avait dit votre région. C'est mon territoire. Voilà. Chacun a son territoire de toute façon. Oui. Donc, vous voyez, en plus, j'étais séminariste. Donc, ça veut dire que j'ai grandi dans une certaine rigueur, une certaine discipline. Vous tenez à devenir prêtre? Je devais devenir, moi je ne tenais pas, c'est mon papa. Donc qu'est-ce qui a fait que qu'il y ait régulièrement des choses? Oui, après grandissant, l'environnement fait que, bah voilà, c'était pas tellement ma vocation, voilà, tout simplement. D'accord, vous avez donc des projets sur les changements des mentalités. Voilà. Aujourd'hui, c'est un problème très crucial dans notre pays. Oui, On sait déjà qu'il y a des antivaleurs qui ont été domicile ici au pays. Il faut ipso facto les changements de mentalité. Et vous y penchez déjà. Donc, votre projet porte sur quoi? Je ne vais pas parler de mon projet en soi, d'accord? Dans cette émission, j'aimerais bien revenir pour vous en parler quand les choses seront beaucoup plus mises en place. Ouais. Néanmoins, je vais, officiellement, voilà, je vais un petit peu évoquer certains points du projet. Ce projet, c'est parti du constat. Le constat de ce qui se passe dans ce pays. Le constat personnel, parce que j'ai observé ce qui se passe d'abord dans ma propre famille. Ensuite, j'ai observé ce qui se passe dans la société en général, autant de fois que je suis venu ici, mais aussi par des lectures qu'on fait. Et donc, le projet que je porte aujourd'hui, avec un partenaire français connu, quelqu'un de grand, qui le fait déjà dans d'autres pays, c'est un projet que j'amène ici au Congo. Dans le sens où le constat est amer.
le constat est amer des comportements de nos frères. Voilà, donc ce constat m'a poussé à créer quelque chose qui puisse, tant soit peu, aider à faire évoluer la mentalité et les comportements. Nous voulons apporter 3 savoirs. Je ne rentre pas dans les détails de mon projet parce que c'est beaucoup plus développé. Oui. Il y a des autorités, certaines autorités qui ont déjà ce projet en main. Les 3 savoirs que nous voulons apporter, c'est 1, le savoir-être. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la majorité des Congolais ont un savoir-être? C'est une question qu'on peut poser. Un exemple, j'avais un rendez-vous autour du Palais du Peuple. Je descends du taxi, je vais vers le lieu du rendez-vous et je vois un jeune homme bien habillé, grand, en train de faire pipi dans le caniveau devant le Palais du Peuple. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Et j'ai interpellé ce jeune homme, je lui ai dit, cher ami, vous voyez, il y a beaucoup d'arbres à côté du Palais du Peuple. Allez au moins vous cacher derrière un arbre. Mais là, devant le Palais du Peuple, à la vue de tout le monde, faites pipi. Et les caniveaux ne sont pas faits pour ça. Même s'ils peuvent récolter des urines. Mais vous mettez devant un peu de respect pour votre Palais du Peuple. Mais, monsieur Barthélémy Tchibango, oui. Il y a déjà une structure au niveau de la présidence qui s'occupe du changement de mentalité. Donc, qu'est-ce que vous apportez de nouveau en ce qui concerne le changement de mentalité? Nous, on apporte sûrement pas quelque chose de nouveau, parce que je pense que tous les services de l'État fonctionnent. Toutes ces structures ont été créées et fonctionnent. D'ailleurs, je tiens à féliciter son Excellence, Monsieur le coordonnateur Kamoudia et son adjoint, le pasteur Jacques, Jacques Chilombo, de l'accueil qu'ils m'ont réservé, parce qu'ils m'ont reçu, on en a parlé. Donc, je n'apporte pas quelque chose de nouveau, mais nous apportons une expertise nouvelle. Il y a une nuance. Non seulement nous apportons une expertise nouvelle, nous apportons aussi les moyens. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que je laisse ces excellences échanger régulièrement, on échange régulièrement avec eux, donc on pourra toujours avancer là-dessus. Je voulais aussi remercier les autorités du service national qui m'ont reçu aussi, qui m'ont accueilli, et nous avons échangé avec eux. Je voulais vraiment les remercier très sincèrement. J'ai trouvé vraiment des gens très compétents, très ouverts, et qui sont vraiment au travail du pays. Donc, c'est pour ça que je me permets de ne pas entrer dans le détail. Donc, on laisse les excellences travailler. D'accord. Par contre, je voudrais revenir sur les savoirs. Donc, j'ai commencé par le premier savoir, le savoir-être. Oui. Le deuxième savoir, c'est le savoir-faire. Est-ce qu'on est conscient que chaque Congolais dans son lieu de travail fait bien son travail avec professionnalisme? J'ose croire que oui. Mais quand on voit certains résultats et certaines choses qui se passent, on peut toujours se poser des questions. Donc nous sommes là pour essayer d'améliorer. Peut-être pas pour les gens qui travaillent déjà, mais si on fait appel à nous dans le cadre de notre structure pour apporter un plus, une plus-value, nous allons le faire, parce que c'est notre spécialité. Moi, personnellement, dans mon métier, j'étais spécialisé dans le service aux clients. Donc, c'était une de mes spécialités, en dehors des canaux de commercialisation que j'ai étudié à l'université. Donc, on doit absolument veiller à ce que chacun, dans son travail, sache le faire et le fasse avec professionnalisme. Le troisième savoir, c'est l'autoprise en charge, savoir se prendre en charge. Je suis parfois peiné quand je discute avec des gens ou des jeunes. On leur demande, mais vous faites quoi dans la vie? Ah ben, Moussa les athées. Moussa les athées. Tous les gars, le président a fait ça là. Mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Se prendre en charge. Absolument. Absolument. Vous savez, la diaspora a un atout pour ça. Parce que en Europe, d'abord en tant que noir, en Europe blanche en tant que noir, si on ne sait pas se prendre en charge, si on ne sait pas aller frapper aux portes, on ne peut pas travailler. On ne va pas travailler. Donc, il faut savoir aller frapper aux portes. Et quand on frappe aux portes, on veut avoir sur 10 portes, on va peut-être être rejeté par 9 portes, et une 10e porte qui va vous ouvrir à la porte et on va vous proposer quelque chose. Nous, on a des enfants en Europe qui cherchent du travail, qui cherchent des stages d'études et tout ça et tout ce qu'on veut.
Mais on voit comment ils font. Ils savent aller frapper aux portes. Ils savent faire des CV, envoyer des CV, une centaine de CV pour trouver un stage ou un emploi. Et c'est là où je reviens à votre première question. Oui. Qu'est-ce que peut apporter la diaspora? Moi, je vois des jeunes gens issus de la diaspora ici, à Kinshasa. Je vois certains qui ont créé leur propre société, d'ailleurs. Je vois certains d'autres qui se bougent pour pouvoir intégrer un service quelconque, une entreprise quelconque. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai étudié, certains en Europe, certains ici au Congo. Je vois la différence. Ceux qui arrivent de l'Europe, je vois comment ils poussent les portes. Mais aujourd'hui, il y a par exemple jeunes gens qui peinent à trouver de l'emploi. Est-ce que la réponse est également dans votre projet? Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que déjà, quand on a ces trois savoirs, on ne peut pas se permettre de dire j'attends que le président Tshisekedi me donne du travail. On ne peut pas se permettre de dire j'attends que l'oncle me donne du travail. On ne peut pas se permettre de dire j'attends qu'un ami me donne du travail. On va soi-même ou créer son propre travail ou aller démarcher là où on peut trouver du travail. Dans ce projet, je vais rajouter quelque chose qui est important, Oui. parce que j'ai discuté avec Allez-y. un ami il n'y a pas longtemps. Il m'a parlé à ces trois savoirs, je vous ai indiqué, savoir-être, savoir-faire, et savoir se prendre en charge. Il y a un quatrième savoir. Nous, on a mis ça dans un des axes de notre projet. D'accord? C'est la formation socio-professionnelle. Moi, je suis peiné. Vous voyez, je suis souvent peiné quand je suis dans ce pays parce que j'ai une expérience très, très forte. Et je me dis toujours, pourquoi on fait ça à nos enfants? Tous ces diplômes qui ne débouchent sur rien, tous ces diplômes généralistes qu'on fait aux gens, qu'on donne aux gens, c'est bien beau d'être diplômé, je ne sais pas moi, en marketing ou en je ne sais pas quoi. Quelle est la finalité? Quelle est la finalité? C'est quand même de travailler. Je ne veux pas trahir ou dire du mal des gens, mais de quelqu'un, mais j'ai été chez une amie qui m'avait invité dans son entreprise de médias. Quand j'ai été reçu, je passe les détails que je vous ai racontés en aparté. Oui. J'ai posé la question à ces agents. Je me suis basé sur les 4 P du marketing, que la plupart des gens connaissent. Donc, j'ai demandé, avec le premier P, j'ai simplement posé la question de savoir, bon, ben, vous êtes ici, qu'est-ce que vous vendez comme produit? Parce que le premier P, en général, c'est le produit, à moins que je me trompe, s'ils peuvent me corriger. Le produit, vous vendez quoi pour vous permettre de vivre? La majorité, pour ne pas dire tout le monde ne savait pas. Voyez? Alors, ok. En discutant, il y a un qui venait de sortir de l'école qui a commencé un peu à évoluer vers la solution. Après, on peut demander parfaitement ce que vous vendez, vous le vendez comment? Quelle est la communication, la publicité? À quel niveau vous placez votre produit? Parce que quand vous avez un produit, vous devez le positionner. En le positionnant, vous lui donnez aussi un prix. Donc, vous voyez, là, je vous ai parlé des 4 P un peu dans le désordre. Donc, le produit, le positionnement, la communication et le prix du produit. C'est un peu vague pour des gens qui sortent pour la plupart de l'IFASIC. Je suis désolé, monsieur le directeur d'IFASIC, je ne critique pas. Mais je vous apporte un plus. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je peux venir le faire directement dans votre école pour aider vos étudiants et vos professeurs voilà, modestement, hein, monsieur le président, monsieur le directeur. Est-ce que le projet va s'étendre dans les autres villes de Absolument. la RDC ou il va rester seulement Absolument. à Kinshasa? Absolument. C'est un projet national. C'est un projet national. C'est un projet qui contient une partie de la formation, comme je vous ai un peu dit avec les 3 S, les 3 savoirs. Notre pilier, c'est la formation socio-professionnelle. Et le dernier pilier, je vous le dis parce que vous êtes très, très sympathique et vous m'avez reçu ici, nous allons aussi créer des usines. Ouais. Je ne vous dis pas de quoi aujourd'hui. Donc nous allons créer des usines. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas former les gens que pour la formation. Nous voulons former les gens que nous allons employer s'ils ne peuvent pas trouver du travail ailleurs. Nous allons aussi donner du capital à ceux que nous allons former après le cursus pour que demain, ils puissent eux-mêmes créer leur propre société. Vous voyez? Donc, ce que nous allons créer comme une usine, ça sera avec des partenaires. Et ce projet, il est national. Nous avons déjà cartographié le Congo. Je ne vous ai pas montré ma brochure, mais
nous avons déjà cartographié le Congo, nous l'avons séparé en 4 régions. Avec les excellences avec lesquelles nous traitons aujourd'hui, nous avons cette projection nationale. Parce que tous avec qui nous traitons, ce sont des personnalités qui ont des compétences nationales. Ça n'empêche pas que si monsieur le gouverneur de Kinshasa m'entend et qu'il veut me voir, je suis disposé à aller lui en parler. Si madame la gouverneure de Lualaba, parce que je vois qu'elle est très populaire, madame... hyper médiatisée. Voilà, madame Fifi Masuka, si vous m'entendez, vous avez besoin de moi, appelez-moi le Lubumbashi, je viens vous présenter le projet qui est national, qui peut se décliner localement, si vous voulez. Vous voyez ? Dans la formation que nous proposons, il faut savoir une chose, c'est que dans l'audit, en quelque sorte, que nous avons effectué sur le Congo, il y a une insuffisance de la protection civile. Et je tiens à remercier monsieur le coordonnateur de la protection civile qui m'a reçu à ses bureaux, vers la place d'évoluer là-bas, avec lequel j'ai échangé sur cet aspect de la formation des sapeurs-pompiers civils. Vous voyez ? Donc vous voyez que j'ai un projet intégrateur. Ce n'est pas un projet, je ne viens pas comme ça avec quelque chose de léger. Vous voyez pourquoi c'est pour ça qu'à votre réponse sur le développement du Congo, je vous ai dit le développement n'est pas seulement ceci, n'est pas seulement cela. Vous m'avez demandé par rapport aux investisseurs. Je vous ai dit que les investisseurs, il faut savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont de la matière derrière. Nous venons avec du concret. Ce que nous venons en plein temps au Congo est déjà ailleurs. On peut aller vérifier et le toucher du bois. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous demandez à un tel monsieur. Si vous me demandez, si on se contacte, je peux vous donner le nom de la personne qui a installé ça en Côte d'Ivoire, qui a installé ça en Guinée, qui a installé ça à Madagascar, qui a installé ça aux Comores. Voyez ? Ça a donné des fruits. Des fruits, absolument. Donc ce que nous voulons faire au Congo, nous voulons que le Congo profite de cette expertise-là. C'est une expertise qui est parfaitement reconnue dans le monde entier. Et d'ailleurs, je vous ajoute que nous venons avec un financement autonome. Je laisse juste la parenthèse. Et vos échanges avec les autorités? Très bien. Je ne peux pas... Comment ont-elles accueilli ce projet? Écoutez, je pense que quand j'entends des fois certaines critiques, notamment cette fameuse diaspora que vous évoquez au début de notre entretien, je suis très peiné. Vraiment, entrez dans les sphères du pouvoir, vous allez voir des gens qui aiment ce pays, qui ont envie de travailler. Je sais qu'il y a la versalité de certaines personnes. Je sais, je lis, j'écoute les informations quand il y a des détournements et tout ça. Je suis conscient de ça. Il y a aussi des brebis galeuses. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec ce que fait le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a vraiment une dynamique des vrais patriotes qui veulent aider ce pays. Aidez-les, encouragez-les. Il ne faut pas toujours être critiqué. Il n'y a rien de parfait chez l'humain que je suis, que vous êtes. Il n'y a rien de parfait. Mais ceux qui sont toujours en train de critiquer, de dire du mal, mais essayez aussi de voir qu'est-ce qu'ils font de bon. Ils font énormément de choses, malheureusement, qui n'est pas médiatisé. J'ai vraiment été très fier. Même quand je discute avec mes partenaires français, j'ai dit, je suis très fier. Parce que j'ai trouvé dans les autorités qui m'ont reçu depuis l'année passée, en 2019 aussi, j'étais ici, j'en ai parlé, j'ai été reçu par Madame Ladjir Kaba, du chef de l'État. Donc je peux vous dire que les gens sont prêts à aider ce pays. Il faut les accompagner et non pas toujours voir du négatif. Parce qu'en critiquant tout, on ne verrait jamais quelque chose de bon. Comme il y a une phrase que j'aime bien. Qui cherche le soleil la nuit ne verra jamais la beauté de la lune. La lune est très belle. C'est-à-dire? Appréciez la lune la nuit. Ne cherchez pas le soleil parce qu'on ne verra jamais le soleil. Ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver ce qui n'existe pas. Regardez ce qui existe, appréciez-le. C'est comme on dit, vivez votre moment. La vie est courte, on laissera tout ça. Donc vivez ce qu'a fait le président depuis qu'il est au pouvoir. Cette paix qu'il cherche dans ce pays, ces efforts, cette professionnalisation de l'armée, les moyens qu'on donne à l'armée. Aujourd'hui, une armée qui est respectée. Même ceux qui s'amusaient à entrer au Congo comme ils voulaient ne le font plus. Parce qu'ils ont vu qu'il y a aujourd'hui une armée qui existe, qui a du répondant, qui va répondre du tac au tac. Vous comprenez? Oui. Ça, on doit dire aux Congolais qu'il faut dire bravo à vos militaires. Oui, bien sûr, des fois, on voit certains militaires ou policiers qui se comportent mal. Mais le travail, il est en train d'être fait. Ça ne peut pas se faire en un jour. Il faut donner du temps au temps. Mais il faut encourager ce qui est fait. Ok, il faut encourager ce qui est fait. Absolument. Donc, abordons notre sujet, c'est le processus électoral.
vous, ça fait pratiquement 40 ans que vous êtes à l'extérieur. Quelle expérience vous partagez avec les Congolais en matière des élections? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des élections. Ouais. Je ne suis pas juriste. Je suis plutôt quelqu'un d'empirique. Donc, j'observe, j'analyse et j'ai déduit. Je vous ai dit que j'ai fait une formation aux arts et métiers à Paris, Oui. dans le domaine des audits sociaux. Hein, j'ai un peu de compétences dans ce domaine-là. Pourquoi ça ne marche pas les élections au Congo? J'ai l'impression que personne ne se pose cette question-là, à part les politiciens, pour dire que le président veut glisser, pour dire que les CNI, ceci, cela. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas les lois qui n'existent pas. Les lois existent. Les lois existent. Ce n'est pas les compétences qui n'existent pas. Les compétences existent. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que l'homme est versatile. L'homme est versatile. Il change à tout moment. Il change à tout moment, en fonction des opportunités. L'homme que vous avez mis quelque part, il voit des millions qui passent. Il dit, mais écoutez, lui, je le vois, il a une belle villa à ma campagne, moi je vais avoir une belle villa à ma campagne. Alors, s'il n'est pas solide intellectuellement ou spirituellement, comme je vous ai dit par rapport aux trois savoirs, vous voyez, s'il n'est pas solide, s'il n'a pas ces trois savoirs ancrés en lui, s'il n'a pas le civisme, le patriotisme ancré en lui, effectivement, la versalité va prendre le dessus. Mais s'il a ces valeurs-là avec lui, des disciplines, des rigueurs, de patriotisme, il va dire, ok, je n'ai pas de villa aujourd'hui, je pourrais l'avoir demain, mais je vais faire mon boulot comme il faut. Je peux vous dire que les autorités qui accompagnent mon projet aujourd'hui, je peux vous dire que en qui j'ai trouvé beaucoup de patriotisme et de civisme. Et c'est ça que je voudrais dire que là, hein, pour répondre à votre question, Oui. hein, il faut que dans la mentalité du Congolais, qu'il puisse non seulement accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a par exemple les gens qui sont sur le fixisme, ils voient que les élections. Non, élections peuvent c'est là où j'allais en venir. Oui, oui. Comment on peut ne pas voir ce qui se passe ailleurs? Est-ce que dans tous les pays, il y a des CNI, c'est ça? CENI? Oui, CENI. Les CNI, c'est une structure qui doit accompagner l'État et ne pas remplacer l'État. Moi, mon expérience que j'ai en Europe, ou ailleurs où j'ai voyagé, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Là, par exemple, avec un ministre de l'UDPS. Non, ne parlons pas des individus. Vous voyez ce que je veux dire? Le Congo restera, je passerai, vous passerez, le ministre passera, le président passera sur le Congo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit évoluer vers une réflexion qui doit remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Le ministère ne manque pas de compétences. Il y a des compétences. Et la structure qui existe aujourd'hui, comme la CNI, là, doit venir en appui au ministère de l'Intérieur pour lui apporter de la matière, de compétences. Mais on ne peut pas dépenser autant d'argent confié à une structure qu'on voit aujourd'hui que depuis qu'elle existe, les élections ne se passent pas bien. Donc il faut que le ministre de l'Intérieur, qui est l'État, qui est la puissance publique, puisse prendre les choses en main, à condition qu'il forme des agents patriotes, d'accord, qui ne vont pas s'amuser à trahir le pays. Quand même, c'est tout de même incroyable que la CNI fabrique des cartes des citoyens, le carte d'électeurs. C'est quand même incroyable, c'est pas l'État, la CNI, même si c'est une structure de l'État. Mais ce sont des cartes provisoires. Oui, mais ça, un pays ne peut pas marcher comme ça, même si c'est provisoire. Parce que c'est l'État qui doit contrôler sa population. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on entend à gauche, à droite, que ces cartes-là, n'importe qui peut l'avoir, étrangers ou congolais. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut réfléchir là-dessus, juste pour terminer là-dessus, il faut réfléchir sur l'organisation des élections au Congo. Il faut réfléchir sur l'existence de la CNI. Dans le meilleur des cas, intégrer les gens qui sont compétents, qui sont à la CNI, au ministère de l'Intérieur, pour qu'ils puissent travailler au titre du ministère de l'Intérieur avec toute la rigueur qui existe. Alors, aller aux élections, avec quel fichier? Est-ce qu'il faut procéder par le recensement qui va prendre beaucoup de temps? Ou soit il faut revoir l'ancien fichier et où il y a des morts, des doublons, tout ça? Non. Aujourd'hui, avec la technologie, on ne peut pas avoir peur d'aller aux élections avec un nouveau fichier.
Ça serait, on n'est pas au siècle dernier. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, vous avez toutes les données que vous voulez, à condition que vous appuyez sur le bon bouton. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. D'accord. D'accord? Donc aujourd'hui, techniquement, on a des gens, même des Congolais très compétents, qui peuvent aujourd'hui faire un recensement, même l'identification en très peu de temps. Combien de Congolais sont au chômage? D'accord? Il suffit de recruter tous ces jeunes gens-là, les former. En une semaine, on a formé des gens. Comment aller enquêter? Ça, c'est les enquêtes, ça. Comment passer de ville en ville? Comment passer de rue à rue pour voir qui est là, qui habite là et qui il est? Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de prendre des années pour ça. Très bien. Avec la technologie, vous savez, aujourd'hui, vous avez... Je vois d'ailleurs là, je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Non, j'ai parlé au chauffeur. Quand je suis passé ici pour venir à vos locaux, je vois, il y avait des motards et des jeunes gens avec des boîtiers en train de... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec les boîtiers? Ils me disent, oui, ils payent le stationnement des motos. J'ai dit, mais ah bon? Mais je ne vois rien. On n'a installé aucune infrastructure pour eux où ils peuvent boire, se reposer, faire pipi, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas, et on les fait payer comme les stationnements. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec les boîtiers, des boîtiers aujourd'hui qui peuvent être reliés à un serveur, on peut aller d'avenue à une, on enregistre les noms des gens, qui y sont, d'où ils viennent, on passe à l'autre maison, on le fait, et ça donnera du travail à des millions de Congolais pour le faire. D'accord. Donc c'est pour vous dire qu'on peut parfaitement avoir un nouveau fichier et un recensement et une identification en très peu de temps, avec les moyens. Et on a les élections. On a les élections au moment voulu. D'accord. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cette émission. D'accord. La toute dernière question, c'est sur la révision constitutionnelle. Il y a des voix qui s'élèvent, les gens qui demandent que cette constitution n'est pas adaptée aux conditions actuelles. Alors, d'où il faut la changer. Vous êtes d'avis avec eux? Moi, je ne peux pas donner un avis là-dessus. D'accord. D'accord. J'attends que le président de la République, si vous m'écoutez, Oui. d'autoriser la double nationalité, Oui. pour que je puisse avoir le droit de dire ce que je veux. Mais comme fils du pays, né au pays, j'ai quand même le droit de... Je peux quand même donner un avis. Je veux dire, le changement de constitution, c'est pas quelque chose de négatif. Il ne faut pas entrer dans les distractions des politiciens ou des agitateurs sociaux ou des choses comme ça. Vous voyez? On quitte de 5 ans à 7 ans. Ça vous arrange comme ça? Ce que je veux dire, moi, ça ne m'arrange pas. Je ne suis pas au pouvoir. Je viens aider mon pays avec les gens qui sont au pouvoir. Mais je ne suis pas au pouvoir. Je n'ai aucune ambition. J'ai travaillé très longtemps en Europe, très durement. J'ai envie de profiter de ma vie aujourd'hui. Je suis dans la... Comme on dit, dans la troisième phase de ma vie. Donc, je n'ai pas besoin d'aller au pouvoir. Très bien. Je voudrais simplement dire ceci. Ne tombons pas dans la distraction des politiciens. Réviser une constitution, ce n'est pas mauvais. Mais il faut toujours savoir pourquoi faire. C'est comme tout changement. Vous voyez, il y a deux choses qu'il faut savoir dans le changement. On change pourquoi, on change avec qui. Quand on a expliqué le pourquoi, on sait, on va chercher pourquoi, chacun a toujours une raison. Maintenant, il faut, pour qui on change, il faut expliquer aux acteurs pourquoi on veut changer. Merci beaucoup, M. Barthélémy Tchibango. Merci à vous. Vous avez les tout derniers mots. Oui, mon dernier mot... Regardez la caméra. Oui, ce que je peux dire, j'espère que ce n'est pas le dernier mot, que j'aurai encore l'avantage d'être invité dans votre émission. Oui. Mon dernier mot, c'est dire ceci. Le Congolais éviter la division. Congolais éviter la distraction. Le monde change. Le monde change. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez des sociétés qui préparent déjà l'après humain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ou ce qu'on appelle l'homme augmenté. Allez sur Google, vous allez le voir. Congolais, défendez votre pays. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, que ce soit les changements climatiques, les changements technologiques, le Congo, c'est le grand acteur de tous ces changements. Parce que le Congo a tout ce qu'il faut pour ce nouveau monde qui est en train de se créer en termes de matériaux qui permettent de faire évoluer les technologies. Congolais, protégez votre pays. Ne cédez pas à ceux qui viennent vous donner 10 000 francs, 5 $, 10 $ pour combattre les vôtres qui sont au pouvoir. Les vôtres qui sont au pouvoir travaillent pour vous. Aidez-les à avancer. Aidez-les à faire mieux. Critiquez-les si vous voulez. Mais n'allez pas dans la distraction, dans la négativité. C'est ce que je peux vous apporter. Merci beaucoup. D'accord. Ça n'est fini complètement avec Point Chaud. Vous qui nous suivez
en cours. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Barthélémy Tchibango, qui est banquier, manager et commercial. Avec lui, nous avons épilogué sur les questions de l'air, la pauvreté, l'apport de la diaspora, le changement de mentalité et bien d'autres sujets et d'actualité. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine, donc à la même heure, avec le même plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.